J'en ai une autre. Vas-y. Est-ce que vous savez pourquoi il faut 2 fois plus de terre pour enterrer un Français? Non. Non. Bah, parce qu'il faut autant de terre pour recouvrir le trou que fermer sa grande gueule. Ok, alors dans le même genre, comment tu vas être sûr de faire fermer sa gueule à un Français? Je sais pas. Tu parles d'argent. C'est sympa chez toi. Il fait chaud en ce moment quand même. Je peux avoir une bière, s'il te plaît? Ouais. Ouais. Coucou les chatons. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les stéréotypes qui existent sur les Français, il y a notamment notre petite tendance à bégayer dès qu'il est question d'argent. Alors avec la compagnie, on s'est dit qu'on allait aller à contre-pied de ces stéréotypes et parler d'argent avec vous. L'idée de ce tuto, c'est de vous donner quelques bases sur ce qui vous attend dans ce domaine si vous vous lancez dans la merveilleuse aventure du spectacle de rue. Bon allez, suivez-moi au bureau. On va commencer par le plus douloureux, à savoir les dépenses. Et pour commencer, on va séparer les frais fixes des frais variables. Là, rien de bien compliqué. Il suffit de noter quelques chiffres sur un post-it, comme par exemple l'assurance, qui vous coûtera grosso modo 70 € pour assurer votre véhicule et votre activité. Pensez à peu près à rajouter 100 € pour les frais bancaires et à peu près autant pour ce qui va être poste et bureautique. Et après, si vous avez d'autres charges fixes, comme par exemple la location d'un local, à vous de les compter. C'est clairement pas cette partie-là qui va vous ruiner. En plus, les montants sont connus et fixes, donc c'est vraiment la partie la plus facile à gérer et à estimer. Et là, ça se complique. Déjà parce que chaque artiste est libre de ses ambitions. Et je vous apprends rien en vous disant que plus vous voulez du matos de ouf, plus ça va vous coûter cher. Et aussi, et surtout, parce que ça va vraiment dépendre des capacités que vous avez en interne dans votre équipe. Et sur ce point, je vous conseille vraiment de faire votre auto. Ok, j'arrête là sur les exemples. Mais ce que j'essaye vraiment de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ce qu'on voit sur scène qui coûte du bif. Il y a un bon paquet d'externalités qu'il faut prendre en compte au regard de votre capacité de production en interne. Bien évidemment, je vous conseille le do-it-yourself au maximum. Déjà parce que ça va faire baisser vos coûts de production de manière significative, et ensuite, vous allez apprendre plein de trucs formidables. Perdez pas de vue une chose, filer un billet à un collègue artisan, ça va l'aider à faire tourner sa boutique. Et si ça se trouve, c'est quelqu'un comme vous qui est en train de galérer à ses débuts. Et l'autre avantage à bosser avec un professionnel, c'est que vous pouvez connaître à l'avance la qualité du travail et les tarifs. Ce qui est vraiment pas garanti avec le do-it-yourself. S'il y a vraiment quelque chose que je vous conseille de retenir, c'est avant de vous lancer, prenez le temps de faire une petite compta prévisionnelle. Alors je sais, c'est chiant, ça demande de se renseigner, de demander des devis, voire même de faire des affreux tableaux Excel. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. La compta, vous n'y couperez pas. Maintenant que vous avez fait votre petite estimation de dépenses à venir, et que vous pleurez face aux chiffres annoncés, vous savez aussi combien vous allez devoir trouver d'argent pour équilibrer vos comptes. Et dans cette partie de la vidéo, on va aborder les sources possibles de revenus, à savoir les subventions, les crowdfunding, les crédits, et bien évidemment, le plus important, les prestats que vous allez vendre. Ah, les subventions. Alors, on va tout de suite faire la part des choses entre les subventions projet jeune et les subventions de type institutionnel. Déjà, les aides type projet jeune, comme Cap Jeune, Envie d'agir, Défi Jeune. Vous trouverez plein d'informations sur ce type d'aide dans les CRIJ et autres centres de documentation à destination de la jeunesse. Et si vous correspondez aux critères de ces aides, n'hésitez pas, les dossiers sont super faciles à monter et vous avez vraiment vos chances d'avoir une aide. Alors certes, les montants sont pas ouf, entre 1000 et 2000 €. Mais au début, ça peut vraiment rendre service, ça aide à acheter un petit peu de matos. Et s'il y a une bonne raison pour laquelle je vous conseille vraiment de tenter ce genre de dossier, c'est que, comme le dit le bon vieil adage, ce qui se conçoit clairement, s'énonce clairement. Et ça va vraiment vous forcer à structurer votre projet, à bien réfléchir, ainsi qu'à faire le petit bilan prévisionnel dont je vous parlais tout à l'heure.
Et entre nous, avec 2000 euros en jeu, ça peut peut-être valoir le coup de s'asseoir 2-3 semaines devant son ordinateur. Ensuite, on arrive aux subventions institutionnelles, comme la DRAC, le département, etc. Alors là, certes, les montants sont vraiment plus intéressants, jusqu'à 10 000 euros par exemple. Par contre, c'est vraiment un autre game. Les dossiers sont plus compliqués à monter, on va vous demander plus de justificatifs. Il y a aussi le souci des modalités de versement de ce genre de subventions, qui sont parfois un peu retors. Notamment, on va très souvent vous les verser une fois votre projet entièrement financé, ce qui sous-entend que vous devez en amont être en capacité de le financer intégralement. Et il y a aussi le gros souci de passer le cap de sélection de ce genre de subvention. Et là... Bon alors Marie, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le projet de Marianne de Vansenker, de danse contemporaine sur le thème des dualités hommes-femmes à travers le prisme du comportement animal. Bon écoutez, de la danse contemporaine, la thématique est originale, il y a du concept, validé. Ensuite Le projet de la compagnie conventionnée Maria de Sousa, qui propose une interprétation en chant traditionnel occitan du répertoire des Hauts-Cantons. Bon bah Maria de Sousa, ils sont conventionnés, hein. Ils font vivre notre patrimoine, je valide, et puis ça me fera plaisir, j'appellerai ce soir pour lui donner la bonne nouvelle. Vous lui passerez bonjour. Pas de soucis, ensuite. Le projet de Karim Aziz pour l'enregistrement d'un album rap. Oui, alors la musique de Sauvage, hein, tu connais la politique de la maison. Par contre, il rappe sur de la musique classique apparemment. Ah bah, comme quoi l'ascenseur social, ça marche un peu, il était pas trop loin d'avancer le bougre. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La compagnie Vaporium avec un spectacle de jonglerie de feu. Oh, mais c'est n'importe quoi là. Attends, après les racailles, on se fait les punks à chiens. Oh non, mais on nous a pas trié les dossiers cette année. Non. Ok, je vais pas vous faire un pamphlet sur la culture bourgeoise, l'art contemporain et leur quasi-monopole dans le secteur institutionnel. Je pense que vous m'avez compris. Donc si je devais résumer cette partie sur les subventions, je dirais projet jeune, foncez, subvention institutionnelle, perdez pas votre temps. Tout d'abord, le paradoxe des crowdfunding. Soit vous êtes dans la situation où vous n'avez pas un très gros réseau, et dans ce cas, il y a peu de chances que ça marche. Soit vous êtes dans une situation où vous avez un assez grand réseau pour que ça fonctionne, mais en ce cas, arrivé là, en général, on n'a plus vraiment besoin d'un crowdfunding pour se financer. On est en capacité d'autofinancement depuis belle lurette. Bon, cela étant dit, on va faire la part des choses entre les cagnottes et les Kickstarter. Tout d'abord, les cagnottes. Alors je ne vais pas casser vos rêves, hein, mais à part taxer 500 balles à vos proches, vous n'allez pas aller bien loin. Et d'ailleurs, ça me permet de parler du problème dans le problème. Une jeune compagnie, elle a d'autant plus de chances de se casser la gueule. Donc réfléchissez bien, avant d'aller demander de l'argent à vos proches, si vous êtes sûr que votre projet tient la route. Parce que j'aimerais pas me retrouver à un repas de Noël à devoir annoncer à toute ma famille que ma compagnie s'est cassée la gueule alors qu'ils m'ont filé du pognon. C'est un coup à être privé de dessert. Ensuite, il y a les crowdfunding de type Kickstarter. Et là, si vous avez une grosse communauté et que vous avez une super idée de produit qui peut vraiment les intéresser, n'hésitez pas, tentez le coup, hein, foncez, faites votre truc. Dans tous les cas, si vous voulez vous lancer dans l'aventure du crowdfunding, je vous conseille vivement de vous renseigner sur les process marketing spécifiques à ce genre de campagne. Ça va vraiment vous aider à améliorer vos résultats. Et aussi, pensez à votre ego. Parce qu'une campagne ratée où vous allez récolter 150 € de votre grand-mère, ça va vraiment vous foutre les boules. Et ça va vous démoraliser. Bon, on va pas se mentir, créer une compagnie, c'est comme tous les jeux d'argent et toutes les entreprises, ça demande une mise de départ. Et là, on parle d'au moins 3 à 4 000 €. Donc, à vous de mettre de côté, de mouiller le maillot, d'aller travailler, de faire des économies. Et si malgré vos efforts, c'est pas suffisant, le crédit, ça peut être une solution envisagée. Mais comme dit la pub, un crédit vous engage et doit être remboursé. Et là, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur les cagnottes. Assurez-vous que votre compagnie, que votre projet tiendra suffisamment la route jusqu'au terme du crédit. Et après, à vous de voir si vous voulez emprunter auprès d'un proche, auprès d'une banque, si vous le faites en votre nom ou au nom de votre structure juridique. Félicitations, vous avez financé votre compagnie. Vous avez maintenant un spectacle à vendre. À vous les aventures, la gloire, la fortune, le rhum, les femmes et les pillages! Allez, c'est parti pour le chiffrage. On va faire ensemble un devis type, qu'on va décomposer en 3 parties. Les frais d'intervention, les frais de transport et les salaires. Tout d'abord, ce qu'on pourrait appeler les frais d'intervention. En premier, prévoyez un petit montant qui va amortir date après date vos frais fixes de fonctionnement. Ensuite, il faut estimer le coût d'amortissement de votre spectacle. Pour ça, la méthode à la louche consiste à diviser son coût total de création par le nombre de dates que vous pensez faire avec. Et bien sûr, vous rajoutez à cela le coût des consommables que vous utilisez à chaque prestation.
attention à ne pas sous-évaluer les frais d'intervention, parce que dans la pratique, c'est sur cette somme que vous allez pouvoir vous servir pour investir dans vos futures créations. Maintenant, les frais de transport. Ne les facturez jamais au réel. Jamais. Non, parce que votre transport, c'est pas que de l'essence, c'est aussi l'entretien de votre véhicule, les frais d'assurance, les délicieux sandwichs au polystyrène qu'on trouve sur toutes les bonnes aires d'autoroute, et quelque part, c'est aussi du temps de travail. Pour les estimer, il y a un outil qui est très pratique, c'est le barème fiscal kilométrique. Et c'est un très bon indicateur. Enfin, parlons de ce qui va finir en partie dans votre poche, à savoir les cachets. Rien de bien sorcier. Regardez de quelle convention collective vous dépendez. Allez, je vous aide, en général c'est la 3090. Et cherchez dans les tableaux le salaire correspondant à votre poste. Vous allez tomber sur un chiffre autour de 150 € brut. Ce qui vous donne un coût total avec charge d'à peu près 230 € par artiste et par jour à facturer à votre client. Bien sûr, il s'agit là d'un minimum légal. Si on vous engage pour le mariage d'une princesse saoudienne, rien ne vous empêche de tenter de demander un cachet à 500 €. Sur un malentendu, ça peut passer. La convention collective nationale, quand elle définit le poste de jongleur, elle parle plus, à vrai dire, d'un jongleur type 5 balles. Elle n'inclut pas, à mon sens, la prise de risque qu'est la nôtre. Et le jour où la convention collective rajoutera une ligne spécifique jongleur de feu, il y a fort à parier qu'elle soit un peu plus élevée que celle des jongleurs simples. J'entends par là que la prise de risque sera prise en compte, un peu comme un cascadeur qui est mieux payé qu'un figurant, alors qu'ils sont tous les deux 2 secondes à l'écran. Donc, si j'étais vous, je commencerais par ajouter 20-30 € à votre salaire net, histoire de prendre en compte cette prise de risque. Parce que le jour où vous allez finir un spectacle défiguré à cause d'un accident, vous serez content d'avoir mis un peu de sous de côté. Voilà, et du coup, vous devriez avoir un salaire qui ressemble un peu plus. Et comme on parle de devis, je résiste pas à l'envie de parler de la concurrence. Bon, soyons tout de suite clairs, des prestats payés 100 balles et un mars, on en a tous fait, on a tous commencé comme ça, et personne ne viendra jamais vous reprocher d'aller animer pour pas grand chose la kermesse de votre village. Par contre, il y a une règle d'or. Si vous répondez à des appels d'offres sur des plus gros événements, respectez les tarifs du marché et les bases de calcul que je viens de vous expliquer. D'autant plus s'il y a d'autres compagnies professionnelles qui postulent aussi sur cet événement. Parce que croyez-moi, il n'y a rien de plus désagréable que ce genre de coup de téléphone. Oh merde. Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est Madame Martin pour le Festival de la Saucisse. Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle pour vous dire que malheureusement, on va pas prendre vos spectacles. Alors, c'est pas une question d'univers, parce qu'on adore ce que vous faites, mais une question de tarif, parce que votre devis était ok pour nous. C'est juste que là, on vient de trouver une équipe amateur du coin. Ils viennent faire une petite démonstration presque bénévolement, et ça nous permet de faire une réelle économie sur le budget du festival. J'espère que vous comprenez. Oui, tout à fait, bien sûr. Écoutez, ça sera pour une prochaine fois, comme on dit. En tout cas, c'est très sympa de m'avoir prévenu, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir. En plus, ce qui est bien, c'est que si vous postulez avec les vrais tarifs du marché, vous allez être jugé sur votre proposition artistique au regard de ce qu'ont proposé les autres compagnies, et pas uniquement sur le critère tarifaire. Et en plus, si vous remportez le contrat, vous pourrez être fier de vous, vous serez bien payé, et vous aurez vraiment une occasion en or de vous donner à fond. Au risque de faire une vidéo beaucoup trop longue, avant de conclure, il y a 2 points que j'aimerais aborder. C'est un syndrome dépressif léger, bien connu des artistes et artisans, qui consiste à finir en PLS dans son canapé en se demandant si on n'est pas un imposteur, si on est vraiment fait pour ce métier, si on fait pas que de la merde, si on n'est pas en train de survendre, de sous-vendre son travail. Bref, une bonne grosse remise en question. Et dans ce cas, votre rapport à l'argent peut jouer un rôle assez déterminant. À savoir, si vous avez réinvesti tout ce que vous avez gagné sans en garder un peu pour vous faire plaisir, ou si vous avez sous-facturé régulièrement vos prestations, vous risquez de plonger encore plus, en mode j'arrive pas à en vivre, la société entière va me juger. Ce qui va vraiment pas vous aider à avancer et à réussir votre projet. Au contraire, si vous avez gardé des thunes pour profiter de la vie en dehors du taf et que vous avez facturé à un montant juste des prestats dans lesquels vous avez assuré, votre petit spleen il va passer aussi vite qu'une averse en Bretagne. Dernier conseil pour la route. Avant de vous lancer, je vous conseille sincèrement d'aller vous tester avec l'épreuve du chapeau. Déjà parce que faire de la rue, c'est vraiment la meilleure école qui soit pour le métier qu'on fait. Et ensuite, parce qu'en termes d'expérience, une presta au chapeau, ça équivaut à 3 prestats en contrat. Allez vous poser dans la rue, faites votre show, donnez-vous à fond.
et regardez combien vous allez recevoir. La pièce de monnaie est un meilleur outil d'évaluation que l'applaudimètre. Et puis si vous rentrez chez vous avec un trop petit butin, bah posez-vous les questions qui s'imposent. Voilà les chatons, c'était le deuxième tuto Vapo. Alors je sais, il y a pas mal de choses à dire, hein. Donc on espère qu'on a suffisamment fait le tour de la question, et surtout que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous nos futurs collègues, et quant à nous, on vous retrouve le mois prochain pour le troisième tuto Vapo. Allez, salut!